Bonjour, mon nom est Charlotte Giard-Laliberté. Je suis chargée de projet en recherche en production maraîchère au CETAB+. Le CETAB+ réalise présentement une vitrine technologique sur les cultures de climat frais sous abri. Puis on est aussi en même temps en train de construire 2 serres de 35 par 75 pieds avec polyéthylène double et soufflerie et accès au chauffage minimal aussi. Donc on a décidé de documenter par vidéo la construction des 2 serres. C'est vraiment un document qui s'adresse à un public novice, donc à des aspirants producteurs, à des producteurs qui en sont à la construction de leur première serre ou à toute personne du grand public qui s'intéresse à la production séricole. Ça se veut pas un document qui est trop détaillé. On fait vraiment un survol des grandes étapes impliquées dans la construction de la serre. Donc, c'est sûr aussi qu'on documente les processus qu'on a choisi d'adopter ici au CETAB pour la construction de nos serres, mais il existe d'autres options disponibles. Puis aussi, pour toute personne qui souhaite aller un petit peu plus loin dans ses réflexions, il va y avoir des références à la fin du vidéo qui vont être disponibles pour vous. Donc, bonne écoute! Bonjour, mon nom est Mathieu Brisset, chargé de projet au CETAB. Aujourd'hui, on va vous parler des différentes étapes pour la construction d'une serre. On va d'abord parler des différents trucs à garder en tête avant de démarrer le projet. Donc, on va parler de réglementation, on va parler de drainage, de topographie, de type de sol. On va parler d'orientation de la serre par rapport au soleil, au vent et aux sources d'ombrage. Et aussi d'accessibilité pour se rendre à la serre, mais aussi au niveau des services électriques, eau, etc. Tout d'abord, au niveau de la réglementation, en général, ça va être les permis de construction municipaux qui vont être les plus importants. Il peut y avoir d'autres contraintes au niveau environnemental pour des cas particuliers. Donc, la municipalité là, est le point de chute principal. Ce qu'il faut garder aussi en tête, c'est qu'il peut y avoir des délais. Donc, avoir un permis de construction, ça peut rendre impossible la construction d'une serre dans une même saison. Quelque chose qu'il faut planifier relativement d'avance. Au niveau de la topographie, première chose à faire, c'est de faire un relevé terrain ou avoir les données assez précises pour savoir exactement c'est quoi notre pente. Des fois, une faible pente peut causer des problèmes si on ne l'a pas vu. Si on a une pente plus importante, on va pouvoir réaménager le terrain, donc faire des travaux d'excavation pour rendre le tout à niveau, ce qui va quand même valoir la peine, étant donné que généralement dans les serres, on a une production à haute valeur et que la structure va être en place assez longtemps. Une serre qui est installée sur une pente va être aussi moins résistante au vent et à la charge de neige, puisque la structure va être placée un peu en angle. Il faut ensuite penser au drainage. Si on a un terrain qui se draine facilement, ça va être beaucoup plus facile. Si on prévoit installer notre serre dans une baissière ou une zone naturellement plus humide, encore une fois, il va falloir faire des travaux plus importants pour aménager du drainage. Dans tous les cas, il faut réacheminer l'eau qui va couler avec la pluie chaque côté de la serre. Donc, on va creuser des tranchées pour drainer vers les fossés ou installer des drains, par exemple. Ensuite, au niveau du type de sol, c'est certain que sur les fermes, on n'a pas souvent beaucoup de choix de type de sol. Par contre, pour une serre, surtout quand on a des problèmes de drainage et qu'on a besoin de réaménager notre terrain de toute façon, ça peut valoir la peine d'importer du sol un peu différent pour s'assurer d'avoir un sol idéal pour nos cultures, surtout quand on a des cultures qui sont à très haute valeur dans la serre. Ensuite, niveau orientation de la serre et ombrage, on va choisir notre orientation selon le soleil, mais aussi selon les sources d'ombrage. C'est certain qu'en été, on va avoir un petit peu plus d'ensoleillement dans la serre si on la dispose nord-sud, et en hiver, un petit peu plus d'ensoleillement si on la dispose est-ouest. Donc, ça va souvent être un compromis. Il va y avoir d'autres paramètres un petit peu plus importants qui vont nous forcer à mettre la serre dans une position ou une autre. Souvent des sources d'ombrage, une rangée d'arbres ou simplement le sens d'aménagement de la ferme qui va souvent être pas nord-sud ou pas est-ouest. On voit souvent des serres orientées 45 degrés, donc nord-est, sud-ouest par exemple. C'est notre cas ici aux serres au CETAB. Ensuite, niveau ombrage, principalement dans les serres froides, ça va être vraiment critique d'être à une distance assez grande des sources d'ombrage côté est, sud et ouest. On parle 2 à 3 fois la hauteur des arbres ou des sources d'ombrage pour être certain que même dans les périodes où est-ce que le soleil est très bas, on ait un ensoleillement maximum dans les serres froides. C'est des contraintes qui sont moins importantes évidemment si on a de l'éclairage artificiel. Dans les serres froides, où est-ce qu'on dépend 100% de la lumière du soleil, surtout dans une période qui est très réduite, ça va être très important. Ensuite, si on a plusieurs serres, il faut laisser un certain espace entre les structures pour l'ombrage, mais aussi pour le déneigement l'hiver. L'accumulation de neige entre les serres va être problématique, surtout dans les régions et les hivers où est-ce qu'on a une bonne accumulation. Il va falloir circuler en tracteur comme une souffleuse pour faire un déneigement quelques fois dans la saison pour éviter les accumulations trop importantes.
Ensuite, au niveau accessibilité et proximité des services, on veut s'assurer que la serre est facilement accessible là, pendant les périodes où est-ce qu'elle va être utilisée. Dans le cas des serres froides, il faut qu'on ait un chemin là, carrossable là, à tout moment de l'année, qu'on va déneiger puis qui va être quand même circulable là, à la fonte des neiges, ce qui est moins important dans une serre là, qui est juste utilisée l'été. Ensuite, ça va nous prendre certains services. On va avoir besoin de l'eau, ça peut être du gaz. Si on a amené là, de la biomasse pour chauffer, il faut encore une fois avoir là, une zone de circulation adéquate. Et l'électricité, évidemment. Il faut penser là, à tout ça. Ça va augmenter de beaucoup les coûts là, si on a des grandes distances à parcourir. Ensuite, au niveau des étapes de construction, évidemment, il y a différentes manières de faire. Dans notre cas, on a évidemment fait un relevé d'arpentage du site et on s'est rendu compte qu'on devait là, retravailler de beaucoup notre sol. On a là, enlevé le sol de surface à la grandeur de la zone et on a formé 2 terrasses pour aménager là, nos 2 serres. On a dû là, rapporter là, du sous-sol là, sur le site là, où est-ce qu'on a eu de l'excavation. Et par la suite, on a façonné là, les 2 terrasses pour aménager nos serres. Une fois que les terrasses ont été préformées, sans remettre là, le sol de surface, on a fait un marquage précis des serres qui nous a permis d'installer nos ancrages. Dans notre cas, les ancrages n'ont pas été plantés dans le sol, puisque le sol avait été remanié suffisamment pour que nos ancrages se retrouvent dans du sol là, complètement retravaillé, ce qui n'était pas suffisant pour supporter notre serre. Donc, on a dû compacter tout ça. On a installé nos ancrages dans des sonotubes en béton qui ont été simplement déposés sur le sol. Et par la suite, on a installé nos panneaux d'isolant quart de porte sur nos ancrages et on a remblayé chaque côté avec du sable de construction là, qui a été compacté à la plaque vibrante de chaque côté. On a installé ensuite les ancrages là, en X fournis là, avec notre serre pour maintenir tout ça un peu plus solidement. Et par la suite, on a rempli là, avec le sol de surface à l'intérieur de la serre et on a installé drain et gravier à l'extérieur de nos serres. Donc, une fois notre fondation là, bien installée, on va évidemment commencer à monter notre structure. En général, on va prémonter nos arches au sol. Et en suivant là, notre manuel d'instruction d'assemblage qui vient là, avec la serre, on va suivre étape par étape et on va monter les arches une par une, les fixer solidement entre elles et installer là, tous nos renforts pour maintenir notre structure bien solidement en place. Une fois la structure bien montée, on va pouvoir installer notre polyéthylène et par la suite, on va venir finaliser là, avec toute notre mécanique du bâtiment, là, ventilation, soufflerie, côté ouvrant, irrigation, là, etc. On peut faire là, la construction de la serre par un fournisseur là, spécialisé, par le fabricant des serres ou la monter nous-mêmes, donc avec l'équipe de production de la ferme. Il faut considérer là, les 2 options. C'est certain là, que ça va être plus cher en général de la faire. Par contre, si on considère le fait que ça va souvent être plus long de la faire avec des ouvriers un peu moins expérimentés et que si on n'a pas suffisamment d'expérience, on peut se ramasser avec une serre moins bien montée, moins bonne qualité. Ça peut souvent s'équivaloir en termes de coût si on est mal préparé. Ce qu'on suggère là, souvent, si on a plus qu'une serre à faire monter, ce serait de faire monter la première par un professionnel et de suivre un peu les étapes, apprendre le fonctionnement ou encore d'aller aider là, bénévolement d'autres producteurs à monter leur propre serre pour apprendre les étapes là, puis maîtriser là, tout ça. Quand on monte notre structure, il faut garder en tête qu'on travaille en général en hauteur, donc il y a beaucoup de quincailleries là, à venir installer là, au haut de la serre. On recommande d'utiliser là, un échafaudage hydraulique ou aussi appelé là, scissor lift en anglais. Question là, de sécurité, mais aussi d'ergonomie au travail. On peut utiliser un échafaudage régulier, escabeau, mais par contre, là, ça va être beaucoup plus long et vraiment moins sécuritaire que l'outil adéquat.
Bonjour. Moi, c'est Lou. Je suis gérant de serre depuis 3 ans à la ferme Croque-Saison et nouvellement en démarrage de mon entreprise Séricole. Également co-concepteur du contrôleur automate. Je suis là pour parler d'automatisation de serre. Si on y va par ordre de qu'est-ce qui est plus intéressant à automatiser en premier, on pourrait commencer par parler des roll-up. Donc, les roll-up, aussi appelés les côtés ouvrants, c'est simplement des barres là, qui permettent d'enrouler les côtés des plastiques de serre, donc pour permettre une ventilation passive. C'est quelque chose que généralement, avec une serre, quand on achète une serre, on va avoir une option manuelle, donc des manivelles qui vont servir à ouvrir les côtés ou les fermer. C'est quelque chose que rapidement, comme c'est assez chronophage, on va vouloir automatiser en les remplaçant par des moteurs. On va utiliser des petits moteurs de serre comme ça, qui sont des moteurs 24 volts, qui sont dotés de limiteurs d'ouverture. Ces limiteurs d'ouverture-là vont permettre de s'assurer que le moteur monte pas trop haut, descende pas trop bas évidemment. Et après ça, à partir d'un contrôleur de serre, là, on va ajuster la hauteur, la réactivité par rapport à la température pour avoir un climat stable, puis pas avoir, surtout au printemps, devoir se lever à 5 h du matin dès que le soleil commence à sortir pour ouvrir les côtés ouvrants. C'est vraiment un gros plus côté qualité de vie. Puis précision aussi, parce que veut pas, ça permet d'être beaucoup plus précis là, dans le climat qu'on va avoir dans la serre. Un autre dont on pourrait parler, la ventilation, tout ce qui est pression positive, ou fanjet aussi, qui est comme une variante sur le même thème. Donc, une pression positive, c'est généralement un ventilateur qui va être installé sur une des extrémités de la serre, qui va servir à pousser de l'air à l'intérieur de la serre. Via un ballon perforé, comme on peut voir derrière, là, on va prendre de l'air extérieur, le pousser dans les fêtes, ça va chasser l'air chaud qui va s'accumuler dans les fêtes de la serre, puis l'envoyer vers les côtés ouvrants. C'est important aussi de comprendre dans le mécanisme d'une pression positive que quand on pousse de l'air dans la serre, il faut qu'il s'en aille quelque part. Il y a quand même une certaine synchronisation à faire avec les roll-up et les fanjets pour avoir un résultat efficace. Un des avantages de la pression positive par rapport à juste avoir des roll-up, c'est que la pression positive, elle prend l'air froid de la serre, puis elle fait passer à travers l'ensemble de la masse d'air de la serre avant de la ressortir par les roll-up. Fait que c'est un mouvement d'air de l'intérieur de la serre vers l'extérieur, ce qui crée quand même des chocs thermiques moins importants sur les plants. À l'inverse, si on a juste des côtés ouvrants, ça peut faire en sorte que si par exemple il y a un gros coup de vent, c'est de l'air qui peut être potentiellement très froid qui va frapper directement les cultures. Fait que la pression positive permet d'avoir un petit peu plus de stabilité au niveau du climat. C'est un outil aussi qui est facile, qui est plus prévisible d'une certaine manière, contrairement à un roll-up, parce que ça, c'est de la ventilation passive, donc dépendante du vent. Là, les HAF, c'est ça, leur fonction première, c'est pas nécessairement de refroidir, c'est vraiment d'homogénéiser l'air à l'intérieur de la serre. Au minimum, ça en prend 4 pour avoir un effet, l'effet qu'on veut, mais généralement, c'est plus 6, des fois 8, même dans des grosses serres, qui vont être placés pour que l'air parte d'un point A puis tourne en rond comme ça d'un ventilateur à l'autre. Fait que le but, c'est vraiment d'avoir cette espèce de mouvement rotatif-là. Au niveau de l'automatiser, à ma connaissance, j'en verrais pas nécessairement l'utilité parce que on gagne toujours, que ce soit la nuit, le jour, d'avoir un climat plus homogène à l'intérieur de la serre. A priori, il n'y a pas besoin nécessairement de l'automatiser, là. Déjà, en commençant, le strict minimum, c'est une sonde de température. Donc, des fois, la sonde de température peut être température ou température et humidité. Après ça, si on veut aller un peu plus loin dans notre gestion climatique, là, on va intégrer une station météo ou des capteurs climatiques à notre système de contrôle. Donc, ça peut être soit un anémomètre qui va permettre de fermer les côtés ouvrants en cas de grand vent, par exemple, ou un pluviomètre qui va faire la même chose en cas de pluie. Une sonde de température, humidité extérieure, ça peut être pertinent aussi, à la fois pour avoir des données climatiques. Des fois, ça peut être intéressant à la fin de la saison là, de regarder l'interaction entre la performance des équipements avec le climat extérieur. Mais aussi, une des fonctions qui est possible généralement là, avec un capteur de température extérieure, ça va être de contrôler un peu ou de limiter l'ouverture des côtés ouvrants si les conditions extérieures sont trop froides. Ça n'aura pas les mêmes répercussions là, en termes de ventilation s'il fait moins 4 dehors ou s'il fait 15. Sinon, au niveau de l'irrigation, il y a des stratégies là, qui intègrent des tensiomètres. Donc, c'est un capteur qui mesure l'humidité du sol. C'est quelque chose qui peut être utilisé juste pour avoir l'information ou même des fois en contrôle direct. Sinon, on peut parler du pyranomètre, qui est un autre capteur météo qui est peut-être encore plus poussé, mais qui permet d'intégrer aussi l'aspect luminosité. Donc, pour certaines cultures, on va intégrer la luminosité dans le calcul des températures qu'on va obtenir pour avoir une bonne vigueur des plants.
Au niveau des capteurs extérieurs, c'est ça, on parlait de stations météo. Les capteurs, donc anémomètre, capteurs de pluie, pyranomètre des fois, ou température humidité extérieure. Au niveau de l'emplacement, généralement, on va situer ça en hauteur, loin de tout obstacle qui pourrait faire une perturbation, surtout s'il y a un anémomètre. Généralement, l'emplacement recommandé, c'est on place les capteurs 2 pieds en haut de la faille de la serre pour éviter qu'il y ait des turbulences à cause du plastique. Et généralement aussi, ça va être monté sur un tube en métal. Ce tube en métal-là, il faut comprendre que ça agit un peu comme un paratonnerre, donc pour protéger les capteurs là, de risque d'électrocution. On va s'assurer que la perche dépasse les capteurs d'au moins 18 pouces 2 pieds. Là. Au niveau de la fixation, évidemment, comme c'est une perche de métal, il faut que ce soit mis à la terre. Si on utilise un tube d'acier galvanisé, 1 pouce et quart, on va l'enfoncer dans le sol sur une profondeur d'au moins 2 pieds, puis ça va nous faire notre contact avec le sol. Un petit détail aussi, comment on va fixer ce tube-là par rapport à la serre. Généralement, c'est sur les bouts, c'est l'endroit le plus commode. C'est important, par contre, que le tube métallique soit pas en contact direct avec la structure. S'il y a un éclair qui frappe la station météo, le courant risquerait de passer dans les arches de la serre, puis donc de faire fondre le plastique à ces points de contact-là. Fait que pour éviter ça, ce qu'on fait, c'est qu'on met un isolant entre le tube de la station météo puis les braquettes qui servent à se fixer là, sur les bouts de serre. Au niveau de l'entretien, c'est sûr que les capteurs, surtout les capteurs météo, c'est des capteurs qui sont faits pour aller dehors, supporter le gel, la pluie, n'importe quoi. Si, dépendamment comment c'est fait, c'est facile de les enlever. On perd rien de les rentrer dans la serre pendant l'hiver. Ne serait-ce que s'il y a des risques de pluie verglaçante, des choses comme ça. C'est sûr qu'éventuellement, ça va avoir un impact, même si ça résiste aux intempéries. Au niveau des capteurs, il y en a peut-être un qui demande vraiment une attention particulière, c'est les tensiomètres. Donc, un tensiomètre, c'est plein d'eau. Fait qu'évidemment, on peut pas utiliser un tensiomètre pour contrôler l'irrigation dans des températures négatives. Fait que ça serait vraiment celui-là qu'il faudrait faire attention de rentrer à l'intérieur au chaud, là, hors gel pendant l'hiver. Au niveau de l'hivernage, du contrôleur en tant que tel, est-ce que ça vaut la peine d'hiverner ou non un contrôleur? C'est sûr que dans tous les cas, on augmente la durée de vie si on limite l'exposition à l'humidité. Fait que c'est sûr que c'est toujours pertinent. Des fois, c'est compliqué, là, il peut y avoir beaucoup de filage, puis on ne peut pas nécessairement rejouer là-dedans à chaque année. Mais si c'est possible, c'est sûr que c'est un plus. Le principal risque, je dirais, c'est que généralement, un contrôleur, ça dégage la chaleur. Il n'y a pas nécessairement de risque pendant qu'il est en opération. Le risque, c'est quand on le débranche, que là, l'humidité va se précipiter sur tous les endroits métalliques sur le circuit. Puis ça entraîne des risques de corrosion quand on va le redémarrer. Fait que si jamais vous hivernez un contrôleur dans la serre puis que vous le rentrez pas, assurez-vous qu'il n'y a pas de condensation sur le circuit au moment de le redémarrer. Normalement, ça devrait vous assurer un bon fonctionnement. Là. T'sais, un contrôleur, là, c'est comme un enfant à qui on apprend à faire quelque chose, puis qui va bien le faire quand on va lui montrer. C'est important de se rappeler qu'on lui donne toute l'information qu'il a de besoin, mais c'est nous qui lui disions quoi faire, puis qui va le répéter, même si c'est la pire idée. Là. Fait un contrôleur, en fait, c'est quoi? C'est tout simplement un ordinateur qui va prendre des données de capteurs, puis après ça, on va lui dire, en fonction de ces données-là, fais telle ou telle action. Après ça, est-ce que c'est bon pour les cultures ou pas? Est-ce que c'est la bonne stratégie, tout ça? Lui, il le sait pas. Fait que c'est vraiment important, quand on installe un contrôleur, de suivre sa courbe d'apprentissage, de ne pas s'embarquer trop vite dans des fonctionnalités trop avancées, de vraiment maîtriser les fonctionnalités avant de les implémenter là, une à la suite de l'autre. La première partie, mettons, on pourrait parler de l'aspect gestion de température. Il y a plusieurs manières de gérer la température pour un contrôleur. Quand on regarde au niveau des roll-ups, les paramètres qu'on va voir, c'est à quelle vitesse les roll-ups vont ouvrir, vont réagir aux écarts de température. Ça peut être plus ou moins rapide. Généralement, en fait, c'est selon la température extérieure. Donc, s'il fait très froid dehors, on ne veut pas que les roll-ups ouvrent trop rapidement parce que ça ferait un gros courant d'air froid. Par contre, à l'inverse, s'il fait super chaud dehors, on a intérêt à ce que ça ouvre le plus rapidement. Fait que ça, c'est le premier paramètre qu'on va regarder au niveau de la gestion de la température. Après ça, au niveau de ce qu'on va regarder, c'est la séquence dans laquelle on veut partir les différents équipements. Dépendamment des contextes, mais généralement, on va partir de la pression positive en premier. Ça va créer une pression pour que l'air sorte par les roll-ups. Les roll-ups, après ça, vont ouvrir à différents paliers. Pareil, de l'autre côté, généralement, là, la température de refroidissement puis de chauffage vont être distingués. Les équipements de chauffage vont avoir leurs propres consignes là, pour savoir à quel moment partir. Maintenant, si on pourrait parler de contrôle de l'humidité, ça, c'est toujours l'élément le plus complexe puis le plus ésotérique. La température, c'est simple. On a besoin de chauffer, on rajoute de la chaleur. Refroidir, on ventile, on fait rentrer de l'air frais. Au niveau de l'humidité, on peut rajouter de l'humidité. Ça, avec des brumiseurs, c'est assez facile. Mais sortir de l'humidité, c'est plus complexe. Fait qu'il faut comme utiliser des mécanismes physiques. Fait que c'est là que, justement, on va jouer à la fois avec la ventilation et le chauffage. On va faire interagir ça pour forcer l'air extérieur à le rentrer. Mais en même temps, on ne veut pas baisser la température. Si on baisse la température, c'est pas la température qu'on veut de toute manière. Puis si on la réchauffe pas, cette température-là, elle va rester humide. Donc, on fait rentrer de l'air extérieur qui est plus sec.
en termes absolus, puis on la réchauffe pour déshumidifier. Ça, généralement, comment on fonctionne avec les contrôleurs, c'est qu'on va avoir des overrides. C'est peut-être un truc à vérifier là, quand vous magasinez les contrôleurs, c'est quoi les possibilités en matière d'override. Fait que c'est des consignes qu'on va donner qui sont en plus de la consigne de température de base. Fait que sa première job, c'est de maintenir la température qu'on veut. Puis après ça, pour des raisons de déshumidification, ben là, on va forcer les équipements à faire certaines actions, partir les fournaises à tel moment précis pour déshumidifier. Oui, donc quand on parle de chauffage dans les serres, il existe plusieurs méthodes de chauffage. Bon, au niveau de l'énergie, ça peut être chauffé au gaz naturel, au propane, au mazout, ça peut être chauffé au bois, l'électricité. Bref, il y a quand même plusieurs possibilités. On va en général choisir l'énergie selon la proximité de la source d'énergie. Donc, si on a de l'électricité à proximité, si on a du gaz naturel à proximité, ça va être souvent des trucs qu'on va prendre. Autrement, si on a une terre à bois puis qu'on a accès là, à du bois à vraiment bas prix, ça va être intéressant de chauffer au bois. Ce qui est le plus commun, c'est les fournaises là, qui fonctionnent au propane. Donc, qui sont faciles à déplacer, qui ne demandent pas nécessairement de gros investissements. Par contre, là, on brûle du carburant. Donc, il existe des alternatives là, mieux, mais c'est souvent là, plus difficile à justifier, là, à moins d'être dans un contexte particulier, comme d'avoir accès à du bois à bas prix ou d'avoir là, déjà une installation électrique là, de grosse dimension à proximité. En fait, bon, ici, l'installation, c'est un chauffage au propane qui a été installé. Donc, évidemment, ça prend là, un réservoir extérieur, la tuyauterie qui part du réservoir et puis qui s'en va là, jusqu'à la fournaise. Ça prend de l'électricité pour alimenter le brûleur de la fournaise. Et la fournaise est évidemment raccordée là, au contrôleur, qui aurait pu juste être un simple thermostat pour contrôler la température. Ensuite, il existe différents types de fournaises. Nous, ce qui a été installé dans la serre froide, c'est un aérotherme, donc une fournaise là, qui est simplement placée dans le haut de la serre sans conduit de distribution, qui va simplement chauffer l'air ambiant. Donc, c'est l'alternative la moins dispendieuse, qui était suffisante pour des besoins de chauffage minimal dans la serre froide. Dans des cultures de plus haute valeur, serre là, pour la production de semis et autres, ça va souvent être des fournaises plus sophistiquées avec là, un autre type de ventilation qui va permettre de gonfler des ballons pour répartir la chaleur là, où est-ce qu'on en a besoin, plus proche du sol en général. Peu importe le type de source d'énergie qu'on utilise, il y a différentes manières d'acheminer la chaleur. On peut l'acheminer en simplement chauffant de l'air, en la faisant circuler de différentes manières. On peut aussi réchauffer de l'eau pour l'accumuler, pour ensuite la distribuer de plusieurs manières. Donc, soit en faisant circuler l'eau à travers des échangeurs d'air qui vont finalement là, transférer la chaleur de l'eau dans l'air. On peut aussi utiliser des systèmes là, qui vont faire circuler des conduits d'eau à travers le sol pour réchauffer le sol. C'est quelque chose qui peut être intéressant pour des cultures qui ont besoin d'avoir un sol vraiment bien réchauffé ou qui pourrait potentiellement être intéressant dans les cultures de climat froid, des cultures qui sont relativement basses, donc pour réchauffer le sol et garder la chaleur plus proche du sol pour éviter de chauffer toute l'air de la structure. C'est quelque chose qu'on n'a pas encore exploré là, ici. En gros, pour dimensionner là, une fournaise, on va choisir une fournaise là, avec différentes capacités, souvent exprimées en BTU par heure, donc qui est une unité là, de puissance là, de chauffage là, impérial. L'équivalent du système international, c'est le kilowatt. Pour déterminer la puissance de fournaise qu'on a besoin, il y a différents calculs plus ou moins complexes qui peuvent être faits. Donc, les fournisseurs de fournaise et de serre sont habilités là, de calculer tout ça. Ce qui est important d'avoir en tête, c'est la température qu'on a besoin dans la serre, la température qu'il va faire à l'extérieur au moment où est-ce qu'on a besoin de cette température à l'intérieur. Donc, évidemment, ça va prendre une fournaise plus puissante. Si on cherche à chauffer à 20 degrés une serre alors qu'il fait moins 30 dehors, que de chauffer une serre à 20 degrés alors qu'il fait 10 degrés dehors. Il faut y aller avec le pire des cas. Ensuite, il faut considérer l'étanchéité de la serre. Donc, dépendant du type de construction, il va y avoir plus de fuite à travers l'enveloppe de la serre qui vont changer le besoin en chauffage. Et évidemment, l'isolation de l'enveloppe. Donc, est-ce qu'on a du polyéthylène double? Est-ce qu'on a des murs en polycarbonate? Est-ce qu'on a un mur nord là, en bois avec 6 pouces d'isolation, par exemple? Le facteur d'isolation de toutes les parois là, extérieures de la serre. En faisant le calcul de tout ça, on est capable d'obtenir la puissance de chauffage qu'on a besoin. Il existe des règles du pouce là, qui donnent là, combien de BTU par heure on a besoin par pied carré de serre. Il y a moyen de faire des approximations plus grossières, mais la seule manière d'avoir là, un portrait le plus précis, c'est en considérant là, tous les facteurs que j'ai mentionnés.
Quand on parle d'irrigation, plus spécifiquement l'irrigation des serres froides, il y a plusieurs trucs qu'il faut garder en tête. Le principal facteur, c'est le gel. Dans une serre de climat froid, on va avoir besoin d'irriguer en hiver. Après plusieurs journées de beau temps, autour du point de congélation à l'extérieur, la température intérieure va monter très rapidement. Donc là, on va avoir besoin d'irriguer. Ça nous prend de l'eau qui se rend à la serre. Bon, on peut installer un boyau d'arrosage à l'extérieur, le ranger à chaque fois. C'est une manière de faire, mais la manière d'avoir un système plus fiable et moins d'entretien, c'est d'avoir une entrée d'eau qui résiste au gel. Une entrée d'eau qui va être là, à 5-6 pieds de profondeur, qui va être assez profond pour être hors gel, et une valve principale à la serre qui va être hors gel aussi. La valve en tant que telle va être souterraine. On va avoir une manivelle hors terre qui va actionner une valve là, qui va être là, dans le sol. Et ça prend une valve, dans le cas là, de l'irrigation en serre, une valve qui va se drainer automatiquement. Ce qu'on a installé ici, c'est une valve une fois qu'on ferme l'eau, toute l'eau qui est emprisonnée dans le boyau qui se rend jusqu'aux asperceurs va être drainée dans le sol par la valve elle-même, ce qui va permettre de purger tout le conduit pour éviter d'endommager la plomberie en cas de gel. On va ouvrir et fermer manuellement la valve à chaque irrigation. Ça va être plus complexe d'automatiser l'irrigation dans ce cas-là parce que c'est généralement des valves souterraines simples qu'on va installer. Ensuite, il existe différentes méthodes d'irrigation qu'on peut utiliser en serre. Ici, ce qu'on a, c'est on a à la fois des asperceurs, donc 2 rangées d'asperceurs qui sont accrochés au plafond, là, à la structure même de la serre, qui vont faire une irrigation sur toute la superficie de la serre de manière assez uniforme. On peut aussi utiliser du goutte à goutte, des conduits là, qui sont à la surface du sol, qui vont venir là, irriguer au pied des plants. Dépendant du contexte, des besoins d'irrigation, c'est des trucs qui est assez typique d'installer en serre, autant en serre régulière qu'en serre froide.